Ah, c'est parce qu'on joue tous avec les micros, c'est pour ça. On, off, on. Allez, on, c'est bon. Merci Antoine. Donc, comment et pourquoi intégrer les technologies du numérique dans vos produits et process? Alors, pour garder un coup d'avance, j'aime bien parce qu'il y a la réponse un peu dans la question, en fait, de cette table ronde. Mais on va voir que c'est évidemment un enjeu de dynamisme d'une entreprise, d'évolution d'une entreprise. Mais c'est pas si simple que ça. Et ça demande de repenser souvent beaucoup de choses. Une table ronde, je l'espère, sous forme de retour d'expérience avec vous, entre autres, messieurs. De ces deux entreprises que vous représentez, vous avez misé sur l'innovation produit, vous utilisez les outils du numérique pour innover et vous développer, bien sûr. J'espère que cette table ronde va également pouvoir vous inspirer quant à la culture du changement, et on en parlera avec Sonia Toussaint. Alors, Sonia, vous représentez le CDM, ou Comité de développement du manufacturing. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Avec nous autour de cette table également Damien Bobet, entreprise Charpente Bobet à Voivre-les-Le-Mans. Vous êtes spécialiste de la charpente métallique depuis plus de 40 ans, ici en local. Et Nicolas Beaunieu, vice-président ITN Digital. Vous êtes DSI du groupe Manitou. Manitou, on connaît tous, ce sont les engins de chantier, mais qui ont considérablement diversifié leurs offres clients, notamment grâce au numérique. Alors d'abord, Sonia, si vous le voulez bien, en 2 mots, présentez-nous le comité de développement du manufacturing. Qu'est-ce que quoi qu'est-ce? Alors le CDM, je vais faire court. Le CDM, c'est une action collective régionale. Donc c'est un groupement de dirigeants d'entreprise dont fait partie Damien, par exemple, Manitou certainement bientôt. Après cette journée, forcément. Voilà, qui fédère les dirigeants industriels autour de la prospective, c'est-à-dire autour de réflexion de comment on va pouvoir préparer aujourd'hui, demain. C'est-à-dire on va recueillir les signaux via des interviews de dirigeants, d'experts, économie, ethnologie, sociologie, et puis aussi de leaders d'opinion pour voir comment ils envisagent le futur. Et à partir de là, nous, les dirigeants, on va les transformer en enjeux majeurs, en orientation stratégique et surtout expérimenter des solutions, faire émerger des solutions et les expérimenter en entreprise pour dire, aujourd'hui, pour s'adapter au nouveau paradigme, vaut mieux faire ça comme ça, et on diffuse après à tout l'écosystème le retour d'expérience de nos travaux. Alors, Damien Bobet, votre entreprise fait partie du CDM, mais avant de parler de cela et de l'intérêt que vous avez vu à faire partie de ce groupe, on va dire, de travail, hein, on peut parler de ça comme ça, vous animez finalement ce think tank un petit peu, hein, c'est un peu un groupe... C'est un think tank, un do tank et un share tank. Ok, vous allez nous expliquer ça après. Vous, Damien Bobet, vous êtes passionné d'informatique et de développement technologique, déjà, ça c'est une bonne base. Oui, tout à fait. Et pourtant, on a du mal à imaginer en quoi l'innovation peut être intéressante dans un domaine aussi concret, factuel que la fabrication de charpentes métalliques. Oui, à l'origine, les charpentes métalliques étaient fabriquées à la main, manuellement, Ouais. le perçage, la soudure. La conception, c'était des plans, des esquisses. Et j'ai modernisé le process de fabrication en intégrant de l'automatisme dans la fabrication, donc en intégrant des commandes numériques, des machines automatisées grâce à nos dessins qui sont digitalisés, ce qui permet de moderniser et de gagner en rentabilité et en efficacité. Donc il y a toujours des gens qui modélisent, évidemment, mais ça devient numérique en fait. Numérique, et c'est devenu numérique à il y a quelques années. 95%. Il y a 15 ans, on était à 0% numérique et là, on est à 95% de fabrication commande numérique. C'est votre papa qui a inventé le bâtiment en kit. Je le dis, ça paraît anecdotique, mais votre papa qui a créé l'entreprise. Hein, Tout à fait, c'est bien ça, en 1980. Et déjà à l'époque, il y avait des pénuries de main-d'œuvre pour le montage de charpente dans le bâtiment. Donc, on a donné la possibilité aux clients de monter leur propre bâtiment. Et on a étoffé l'offre en leur fournissant de l'assistance pour les aider avec des télescopiques marque Manitou pour le levage des nacelles, pose de filet et un accompagnement technique de façon à avoir des bonnes garanties qui fonctionnent, même les garanties décennales. Donc on est leader dans ce domaine-là avec une garantie, un accompagnement. On ne laisse pas tomber les clients avec la charpente. Et alors, je disais, ça paraît anecdotique, mais non. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans votre entreprise, dès le départ de l'histoire de cette entreprise, il y a une vraie culture de l'innovation, une culture de proposer
quelque chose, un produit qui répond aux besoins du marché. Ça paraît anecdotique, mais finalement, c'est ce qui fait que vous évoluez, que vous avancez et que vous vous développez. Tout à fait. Et puis, en innovant, on se différencie aussi de nos concurrences. On a un modèle commercial qui change, qui est différent. On répond très peu aux appels d'offres. C'est les clients qui viennent directement vers nous grâce à notre site internet qu'on a lancé il y a une dizaine d'années. Et donc, aujourd'hui, c'est 60% de nouveaux clients viennent du site internet. Donc, aujourd'hui, le but justement de participation au CDM, c'est avoir des visions. La participation au salon Vivatech, justement, c'était le cas. Je suis à la recherche. Vivatech à Paris, c'était il y a quelques semaines. On a eu une délégation au mois de juin. On est avec le CDM, où là, il y a eu une belle préparation en amont déjà en visio. Comment se préparer à la visite du salon, que je n'avais jamais fait. Donc, grâce à Vivatech et des spécialistes, on a été préparé comment avoir un regard extérieur, en plus de ma demande. Ensuite, on était en délégation avec un accompagnement le matin et l'après-midi, on était plutôt avec quelques objectifs communs. Et on a eu une retranscription 15 jours après, tous en commun, pour voir les signaux forts et qu'est-ce qui pourrait arriver dans nos entreprises d'ici quelques mois ou quelques années. Donc, et moi, ma demande initiale, c'était pour rechercher un configurateur 3D intégré dans mon site internet pour un devisage automatisé. Donc, être membre du CDM, ça vous demande de quoi comme investissement, temps, ressources, etc. Une journée par trimestre, à peu près. Une journée par trimestre. Ça va. Ça va, non, c'est le rendement n'est pas trop. Je participe pas à toutes les manifestations, mais je cible par rapport à mon temps. Voilà, ma prospective, c'est un très bon indicateur. Ça permet d'avoir une visibilité sur les tendances marché. Donc j'ai une clientèle que de professionnels, donc tout de suite avoir pour mes investissements futurs, dire oui, si les feux sont verts, bah, je peux y aller, j'investis. S'il y a des indicateurs, moi je suis arrivé dans le CDM en 2009, avant la crise, 2008. Donc au début ça allait bien, c'était euphorique, mais c'est vite tombé aux enfers. Et encore, j'étais pas le plus à plaindre parce que j'étais une petite structure, j'ai pu rebondir, mais j'ai des confrères qui étaient dans le milieu industriel, l'automobile, où là qu'on souffert et c'était très dur. Donc j'ai pu avoir quelques indicateurs en avance. Donc c'était un peu ma boule de cristal. Vous n'accompagnez pas, vous me disiez tout à l'heure, les chefs d'entreprise comme Damien Bobet, vous animez plutôt, vous êtes animatrice d'un réseau, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à plusieurs, on est plus fort. Hein. Donc, Damien parlait de l'action Vivatech. On est allé chasser en meute sur un salon des technologies, des signaux pour voir qu'est-ce qui frémit, qu'est-ce qui se prépare. Et puis après, nous, on a préparé les recettes pour faire la cuisine pour plus tard, par exemple. Donc, on est vraiment dans un mode d'intelligence collective. On n'est pas dans l'accompagnement. Il y a des structures sur le territoire qui sont dans l'accompagnement, que ce soit du développement économique ou de l'innovation. Bon, on va parler de Solutions Éco avec qui on l'a fait en collaboration, par exemple, Vivatech. On est là vraiment pour sortir les dirigeants du cadre parce qu'ils ont toute la journée la tête dans le guidon. Ils ont du mal à lever la tête aussi. Et donc, on les sort du cadre, on les décale parfois. Il nous est arrivé de faire un atelier permaculture voilà, on les secoue, hein, pour parler d'organisation vivante, ce qui a débouché sur un groupe exploratoire d'industrie régénérative. Donc, on va les sortir pour qu'ils soient plus ouverts, que les antennes s'ouvrent. Et que derrière, ils se disent, tiens, ce que j'ai vu, ça prépare le futur. Il y a quelque chose qui est dedans où il y a du futur et on va l'explorer plus en profondeur. Et là, on va parler économie, business model, chaîne de valeur, bien évidemment aussi. Mais voilà, on est ensemble, c'est fait par les industriels et pour les industriels aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'invente rien. Moi, je suis là juste pour créer les liens, créer la membrane d'intelligence collective pour que les dirigeants puissent travailler ensemble dans un univers de confiance aussi, parce que parfois, il y a des concurrents aussi qui sont là, mais tous dans un objectif commun, c'est de dessiner l'industrie de demain et de diffuser. Et quand vous allez sur notre site internet, par exemple, cdm-pdl.fr ou prospectiveindustrie.fr aussi, vous avez accès à ces signaux et à ces résultats des travaux que nous faisons pour vous aussi vous inspirer des travaux et préparer aujourd'hui de demain. Sachant que travailler dessus, c'est monter en compétence aussi, donc vaut mieux être présent dans les ateliers, etc., pour s'imprégner réellement des enjeux de demain aujourd'hui. Les enjeux de demain, je vous pose la question à tous les trois, est-ce qu'ils sont forcément liés d'une manière ou d'une autre au numérique ?
Oui, non? Oui, ça dépend. Oui, si, forcément. Forcément. Si on prend le cas de Manitou, toute l'activité liée au service après la vente de la machine est liée au numérique. Le sujet du jour sur les machines connectées chez nous, clairement, on ne vend plus aujourd'hui de machines comme on le faisait avant, et on vend une machine avec du service. Et ce service est lié au numérique, oui. Alors, très concrètement, justement, j'allais y venir. Vous avez carrément changé votre manière d'envisager vos clients et les besoins de vos clients par le numérique. Je ne sais pas si on dit grâce au numérique ou parce que le numérique est arrivé. Enfin, vous voyez. Alors, disons que le numérique nous a permis aussi d'apporter une palette de services associés à la vente de machines qui n'était pas possible avant. Et ces outils numériques permettent justement de proposer, que ce soit au client final ou que ce soit au concessionnaire, d'avoir plus d'informations liées à la machine. Il y a aussi ce qu'on appelle le jumeau numérique qui est en fait pour l'utilisateur son application qui permet d'avoir un tas d'informations sur sa machine. Et en ce qui concerne le service des concessionnaires, que ça soit sur de la maintenance préventive, que ça soit sur de la géolocalisation, que ça soit sur un tas de nouveaux services qu'il est capable de proposer, c'est via le numérique qu'on est capable de les recevoir, oui. Donc vous êtes passé de constructeur d'engins à prestataire de services un petit peu. Alors oui, on peut dire que en fait, on ne vend plus de machines aujourd'hui sans le service qui va avec. Et on est aussi passé de constructeur de machines, vente de machines, de services et même d'applications aujourd'hui. Donc la DSI chez Manitou aujourd'hui vend aussi de l'applicatif pour que nos grands comptes, par exemple, puissent avoir ce type d'informations. Oui. Alors, il y a les informations, mais déjà, je voudrais qu'on donne un exemple très, très concret. Aujourd'hui, je suis un client comme l'entreprise Bobet. Je veux louer une machine chez vous. Est-ce que vous, à distance, vous pouvez piloter cette machine? Si par exemple vous avez un forfait, Bobet peut utiliser cette machine pendant 24 heures, ni plus ni moins. 24 heures, c'est bon, on arrête, on stoppe la machine. Est-ce que c'est possible? Donc, dans l'absolu, oui, c'est possible. C'est-à-dire que... Mais est-ce que vous le faites? Alors, en fait, on a le groupe Manitou fabrique des machines et certains grands comptes sont des loueurs. Donc, aujourd'hui, le monde des loueurs est aussi... Par rapport à l'usage, donc chez Bobet, ils ont des machines qui sont les leurs, mais pour un certain nombre de chantiers qui sont peut-être plus importants, ils sont amenés à louer des machines chez des grands comptes comme Kiloutou, Loxam. Ce sont nos grands comptes, nos clients. Et évidemment, un loueur vend avant tout du service. Ce n'est qu'un service. Et l'intégration de la data, du numérique dans le système d'information du loueur, c'est un élément majeur, c'est-à-dire que la géolocalisation de la machine, le nombre d'heures. On vend aussi ce qu'on appelle du safety pack, c'est-à-dire que le loueur est capable de savoir quel est l'usage de la machine par le client, s'il respecte les conditions d'usage de la machine. De sécurité notamment. De sécurité. Est-ce qu'il a mis sa ceinture de sécurité ou par pas? exemple, il est capable de le dire. Toutes ces données-là sont en temps réel remontées et peuvent être gérés. Donc, évidemment, oui, on n'est pas loin de... j'ai loué une machine X, un nombre d'heures. Le loueur a la capacité de le savoir, de savoir quel a été l'usage, pouvoir compléter son contrat, voire, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais voir aussi arrêter la machine, pourquoi pas. Le tonnage, ce genre de données qui peuvent être utiles aussi pour le loueur? Oui, alors... En fait, ça, c'est un peu de prospective. Hein. C'est un service qu'on n'a pas encore développé, mais qui, peut-être pas pour le loueur, mais en tout cas pour un agriculteur. Parce que Manitou produit des machines dans différents secteurs et l'agriculture en est un important. Les agriculteurs sont aussi assez friands du numérique associé à leurs machines. C'est leur outil de travail de tous les jours. Et de pouvoir, par exemple, proposer un pesage automatique sur une journée. Du style, j'ai transporté des betteraves d'un endroit à un autre et mon application est capable de me donner, au fur et à mesure, au bout de 3 heures, que j'ai transporté X tonnes. Et donc ça, c'est des éléments qui sont aussi liés à un service qu'on apporte,
liées au digital et liées au numérique embarqué dans la machine. On parle aussi de remote control. On peut aujourd'hui piloter une machine en étant à l'extérieur de cette machine avec un joystick. Alors oui, ça c'est aujourd'hui sur des MRT par exemple. Manitou a sorti cette année 2 nouvelles machines, sont produites en Italie. Et le pilotage de l'intégralité de la machine, y compris son déplacement, est géré par un boîtier avec un joystick. Et donc, par exemple, lorsqu'on déplace ça peut être une charpente. Une charpente à l'intérieur de la machine, on a une vision, mais peut-être en se reculant et en voyant la machine d'un peu plus loin, on peut piloter le fait de télescoper un élément lourd à un endroit et sans forcément être dedans, oui. Il y a une question d'accessibilité aussi, j'imagine, Damien Bobet, pour vos équipes? Oui, tout à fait. En tant qu'utilisateur, j'attends ces innovations. Et l'intérêt, c'est la sécurité, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est en position, les stabilisateurs posés, on ne peut pas se déplacer facilement. Il faut remonter dans la cabine, parce qu'on a déjà des radiocommandes. Donc, on utilisait déjà la visualisation à distance. Par contre, de temps en temps, il faut se déplacer. Donc là, l'intérêt, au lieu de remonter dans la cabine, là on peut le faire, relever les stabilisateurs, déplacer la machine en ayant une meilleure vision des zones s'il y a un fossé, des canalisations ou du monde des obstacles. Au moins on a une visibilité qui va être plus, parce qu'on tourne autour de la machine les endroits sensibles qu'on n'a pas toujours la visibilité dans les cabines. Et là c'est une belle évolution. Et qui va venir après la commande à distance que vous le demandiez de son bureau. Et même par la voix peut-être à terme? Alors oui, on a dans notre pôle innovation sur la partie machine, évidemment on le voit aujourd'hui, on est capable de commander par la voix le chauffage à la maison ou allumer la radio. Il y a tout ce pan sécuritaire sur les machines on n'y est pas encore. Même aujourd'hui, on n'a pas encore de voitures autonomes en France, en tout cas. Mais à mon avis, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps parce que technologiquement parlant, on a la possibilité on pourrait. Donc, c'est qu'une question de temps, de législation, de sécurité. Mais oui, on y viendra. Alors, on a la possibilité on peut, mais tout ça, ça a un coût. Et en tant que chef d'entreprise, il faut envisager tout ça. On ne se développe pas. Tiens, je me tourne vers vous, Sonia, d'abord. On ne se développe pas comme ça juste en se disant un matin, le numérique, il faut y aller, c'est génial, ça transforme nos modèles, etc., nos modèles d'entreprise. Mais enfin, encore faut-il savoir où on va, y mettre les moyens. Comment on fait là? C'est les bureaux d'études qui envisagent ça ou c'est vraiment en allant prospecter en tant que chef d'entreprise ce qui peut se faire sur le marché? Je pense que, moi je ne suis pas vraiment dirigeante d'entreprise, mais par rapport à ce que j'en connais, il y a plusieurs voies, ça dépend de la taille de l'entreprise, les moyens de l'entreprise, etc. Je pense qu'il faut commencer par déjà se poser la bonne question, pourquoi je le fais? Si on commence pas par la bonne question, quand on a préparé l'entretien, je parlais aussi de est-ce qu'il faut vraiment tout numériser, quoi. Voilà, aujourd'hui le vecteur numérique il est bien, mais on voit aussi des tendances de jeunes notamment des techniques de low tech. Donc, est-ce que vraiment il faut tout numériser? Bon, pour répondre à la question, oui, il y a des bureaux d'études, il y a des prestataires. Voilà, le numérique devient de plus en plus complexe. On parlait juste avant avec Damien, c'est de dire, dans le numérique maintenant, il y a une pléthore de métiers d'ailleurs qui n'existaient pas il y a 3 ou 5 ans, et dont on a besoin aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on veut numériser. Alors, on peut numériser les fonctions support. Bon, la majorité sont numérisées maintenant. On commence à numériser de plus en plus les ateliers. On renforce la sécurité, l'ergonomie pour les opérateurs. On est allé jusqu'à aussi se dire, tiens, les opérateurs, ils peuvent télétravailler aussi à terme, ça joue. Mais c'est toujours se poser la question, pourquoi? Dans quel bénéfice? Voilà, le numérique est un vecteur de croissance, mais c'est aussi un vecteur où parfois trop de numérique tue aussi l'activité, où on investit trop pour un usage qui est moyen, quoi. C'est les exemples, Microsoft Excel, on le paye plein pot alors qu'on utilise 5% ou 10% de sa capacité de calcul, sa capacité de faire des choses, quoi. Et on paye plein pot.
Donc voilà, se poser les bonnes questions. Mais voilà, donc là, ça c'est ma vue en tant qu'expert de l'innovation. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on est forcément obligé d'aller vers le tout numérique? J'imagine que chez Bobet, non, tout n'est pas numérique, pas encore, et c'est peut-être pas souhaitable. Il y aura toujours une âme humaine, un conseil et le décodage du besoin du client. Donc le décodage, il y a une première phase qui peut se faire automatiquement, et la deuxième phase, c'est ouvrir les yeux, éclairer, et là c'est là notre rôle de commercial ou d'expert dans notre métier. Donc il y aura toujours besoin de salons, d'êtres humains. Tout ne sera pas même avec la meilleure IA, parce qu'on aura toujours une idée personnelle et une âme. Voilà. Et dans tout ce qu'on fait, il y a des âmes. Et puis pour être très pragmatique, ça a un coût. Donc il s'agit de se poser la question de pourquoi aussi, pour cibler, qu'est-ce qu'on veut transformer dans l'entreprise. J'imagine que chez Manitou, c'est pareil, on se pose la question du pourquoi. Oui, de toute façon, une DSI comme on peut avoir chez Manitou doit s'appuyer sur des partenaires. On ne peut pas, par exemple, le jour où on a commencé à dire, voilà, nos machines vont être connectés, vont ramener de la data, où est-ce qu'on va la stocker, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va développer comme application. Et une DSI qui était avant juste tournée vers l'interne, finalement, maintenant délivre aussi des services à l'extérieur vers nos clients, et on n'a pas la taille ou la capacité de grandir à cette vitesse-là, et ça ne peut se faire qu'avec des partenaires. Donc la notion d'asso ou d'association qui nous aide aussi à comprendre vers où on va, les salons justement Vivatech et autres comme celui-ci pour commencer à appréhender le futur, et puis surtout on a un écosystème aussi de sociétés de conseil, de développement aussi qui sont autour de nous pour pouvoir appréhender tous ces nouveaux projets. Aujourd'hui, moi je considère que pour un employé, un informaticien interne chez Manitou, il y a une personne qui travaille à plein temps pour nous à l'extérieur. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Est-ce que l'intégration des outils numériques vous a permis de faire des économies également en tant que chef d'entreprise, peut-être des économies d'échelle, ou pas du tout? C'est pas du tout comme ça que vous avez envisagé le truc. Il fallait tout simplement évoluer et faire évoluer l'entreprise. Automatiquement, le numérique, dans l'investissement de chef d'entreprise, il faut qu'il y ait une rentabilité. Donc, s'il y a de la rentabilité, le fait d'automatiser le process de fabrication, on peut avoir des cadences, on a une durée de fabrication qui est maîtrisée, et aussi une pénibilité pour les collaborateurs qui est supprimée. Donc aussi pour recruter, d'avoir des équipements qui sont au top, ça facilite les recrutements et l'attraction de nos entreprises. Donc c'est aussi multifacette, économique, tranchant et trébuchant. Par contre, le recrutement est quand même un élément très important. Intéressant. De votre côté, j'imagine que les investissements pour développer ces nouvelles machines et les fabriquer, il est colossal. Alors oui, là sur les développements, mais après quand on est constructeur, ça fait partie de notre métier, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Je dirais qu'en matière d'investissement sur la partie machine connectée, si on prend juste ce sujet-là, c'était pas vraiment un choix finalement. C'est-à-dire que c'est une trajectoire, c'est pour apporter du service à nos clients, nos concessionnaires. Et nos concessionnaires, eux, vont avoir un payback assez rapide. C'est-à-dire que quand on a une flotte de machines, un concessionnaire Manitou, il a une région. Il vend ses machines sur un territoire. Et le fait de pouvoir avoir sur ce territoire des informations sur cette flotte de machines chez ses clients pour apporter du service, pour faire de la maintenance préventive. L'idée, c'est par exemple un agriculteur qui a une machine qui chauffe, c'est d'avoir un concessionnaire qui vient avant même qu'il se rende compte que la machine chauffe, qui vient pour changer un filtre. Et donc ça, c'est du service. Et forcément, en matière de chiffre d'affaires pour un concessionnaire, c'est quelque chose qui est très important. De même que juste la vente des machines, de savoir qu'il y a à un moment donné chez quelqu'un une machine qui arrive en bout de course, et de pouvoir venir en disant voilà, il y a un nombre d'heures ici, je peux faire une reprise, vendre une nouvelle machine, c'est aussi de l'activité supplémentaire. Et donc, le fait que nous, on investisse dans ce type de technologie, le payback, en fait, il est pour nos clients. Donc forcément, tout le monde est gagnant. Sonia, je
Je vous en prie. Je veux juste rajouter quelque chose côté client, effectivement, et pour répondre à la question, la valeur des investissements, c'est au bénéfice du client aussi. Et donc, souvent, quand on n'a pas certaines fonctionnalités, le client, il ne va pas acheter. Mais certaines fonctionnalités créent de la valeur chez les clients aussi. Donc, la fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité, par exemple, les TPE qui ont besoin de machines et qui n'ont pas les moyens d'investir, aujourd'hui, elles peuvent louer des machines. Et donc, ça ne va pas sur le même poste. Bon, il n'y a pas les amortissements, etc. Mais elles peuvent se permettre d'avoir accès à ces machines via la location. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, elles peuvent mutualiser aujourd'hui. Et c'est grâce aux technologies aussi, c'est que on peut mesurer le temps d'utilisation d'une machine par rapport à une entreprise, une deuxième entreprise et troisième entreprise. Et elle va seulement payer le temps d'usage de la machine. Donc ça, c'est vraiment pour pousser le bouchon le plus loin, et c'est le numérique qui le permet, et c'est grâce aux investissements que les entreprises font au bénéfice de leurs clients. Une petite question en aparté sur le monde agricole, justement. Ils achètent majoritairement les engins, ou ça commence à être de la loc et de la mutualisation? Comment ça se passe aujourd'hui? L'agriculteur est un amoureux de sa machine. Ouais, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. En général, il achète. Ouais. Il achète. Après, on voit peu à peu des modèles qui peuvent évoluer. Pourquoi pas avoir justement une flotte et puis les gens réservent. Alors sur un télescopique, ça peut arriver sur des machines qui ne servent pas toute l'année. Télescopique, c'est vraiment l'outil qu'on utilise pour tout. Et aujourd'hui, l'agriculteur est plutôt sur un mode d'acquisition. C'est intéressant. Je voudrais qu'on revienne sur la sécurité. Est-ce que le développement numérique et le fait de penser votre évolution numérique a forcément impliqué plus de sécurité pour vos collaborateurs, tout simplement, dans l'entreprise, sachant que vous êtes sur des métiers en plus physiques, hein, je veux dire, où il y a quand même beaucoup de manipulation et autres. Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir investi il y a 2 ans sur une ligne sciage-perçage automatisée a permis à mes collaborateurs de ne plus à manipuler, tourner les pièces. Donc les barres qui font 16 mètres de long, qui font 2 jusqu'à 3 tonnes, ne sont pas plus utilisées ou retournées manuellement. Donc ça a augmenté la sécurité. C'était fait manuellement ça avant? Avant, oui, c'était tourné manuellement avec des pinces, des aides, malgré tout, mais c'était manuel. Donc il pouvait y avoir des risques d'écrasement, de doigts ou d'autres choses, de chute, et puis toujours un peu le dos qui prend un petit peu. Donc le fait d'automatiser de A à Z le perçage et la coupe a permis de donner beaucoup plus de sécurité. Pareil sur les chariots de télescopique ou de nacelle. Auparavant, à l'époque de mon père, c'était échelle, il n'y avait pas de nacelle. Aujourd'hui, grâce aux nacelles, on peut travailler et faire des bâtiments qui montent rapidement à 10 mètres de hauteur, tout en étant en toute sécurité, et on a confiance dans le matériel. Donc la nouvelle technologie a permis de faire des machines et faire des bâtiments et en toute sécurité, et d'attirer des nouvelles vocations. Et justement, ça attire des nouvelles vocations, mais c'est aussi un argument de vente, la sécurité, aujourd'hui. Enfin, c'est primordial. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On a un certain nombre de clients ou grands comptes qui effectivement nous demandent ce type de service. J'ai évoqué tout à l'heure la notion de safety pack. C'est quelque chose qui a été d'ailleurs développé en collaboration avec des clients, principalement des loueurs, en disant moi, loueur ou grande société, grand compte, avec un certain nombre de machines sur des chantiers, avec du personnel qui peut être un peu tournant sur les machines et pas forcément avec le bon niveau de formation ou autre. Le fait d'avoir cette garantie et un retour en temps réel sur est-ce que l'usage de la machine va correspondre, est-ce que j'ai bien sorti les stabilisateurs lorsque je prends une charge qui est lourde. Est-ce que ma machine, on a ce qu'on appelle un contrôle pour éviter que la machine bascule, c'est-à-dire qu'en gros, sur un télescopique, si je prends une charge qui est trop importante ou je télescope trop loin, vous vous rendez compte que le contrepoids ne suffit plus et qu'à un moment donné, la machine peut tomber. Tout ça, c'est contrôlé électroniquement. Donc, ce retour-là et cette notion de pack de sécurité, c'est quelque chose qui était maintenant possible avec un retour en temps réel des données sur des applications. Et donc là, oui, la sécurité, on a développé même des services liés uniquement à ça.
Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Parce que du coup, j'imagine le gars qu'on voit sur un chantier qui manipule en fait son engin. Dans le temps, il faisait ça vraiment au feeling, j'allais dire. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut des nouvelles compétences particulières voilà, pour maîtriser ce logiciel que vous proposez? Alors, ou c'est très intuitif comme un smartphone? Alors oui et non, je dirais. Donc sur des matériels comme une rotative, ça prend. Il y a un permis, hein, il y a un certain nombre de certifications qui font que vous êtes habilité ou pas à conduire ce type d'équipement. Après, le fait qu'il y ait du contrôle derrière, c'est très, je dirais, la machine est contrôlée. Il n'y a pas besoin d'une formation particulière. Si ce n'est, par exemple, les dernières innovations qu'on a faites pour pouvoir déplacer une machine à distance, télescoper, etc. Oui, il y a besoin d'une formation parce que vous allez manipuler un engin qui fait plusieurs tonnes juste avec un petit équipement. Donc on ne fait pas n'importe quoi et forcément il faut monter en compétence, oui c'est clair. Je voudrais qu'on parle à présent des limites de la digitalisation d'une entreprise et de la numérisation. Vous parliez tout à l'heure, Sonia, à juste titre, de se poser la question de pourquoi on le fait. Aujourd'hui, effectivement, est-ce que vous conseillez à certaines entreprises de ne pas partir dans ces projets-là parce que trop complexes, parce que pas dimensionnés comme il faut? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des dimensions d'entreprise qui ne nécessitent pas forcément de partir sur des développements numériques, selon vous? Je ne suis pas du tout consultante non, voilà. Mais vous en voyez beaucoup. Ce que j'ai pu voir, c'est que par exemple, moi, à l'époque des CRM, ERP, il y a des petites entreprises qui sont équipées de ça et c'est devenu des vraies usines à gaz. CRM, ERP, c'est quoi? Des Customer Relation Management System, c'est ça? Oui, donc c'est de mettre en place tout un système de suivi des clients, mais en même temps de le connecter à d'autres logiciels de l'entreprise en fonction de la production, avec le marketing, avec les ventes, etc. Donc, qui centralise un peu tout ça. Quand on est une boîte de 5 ou 10 personnes, comme disait Damien, il vaut mieux se parler, quoi. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Faut se poser la question quand même. Il faut toujours dimensionner le logiciel en fonction de la taille de l'entreprise. Et il y a des logiciels pour toutes les tailles d'entreprise. Pour 5 salariés, il y a des logiciels qui vont être adaptés de 10 à 20 et ainsi de suite. Donc il faut bien utiliser le bon outil en fonction de la taille de la structure et des compétences que l'on a en interne. La digitalisation aussi vient aussi, il faut les humains, il faut que tout le monde soit digitalisable, entre guillemets. C'est ça. Et en ça, on peut être aidé, accompagné pour trouver le bon outil finalement. Là, je pense qu'il y a toute une offre sur le marché de consultants qui vous accompagnent là-dedans, quoi. Après, Après, ce sont des gens aussi qui sont tout technologiques et moi, je connais la tendance low-tech parce que moi, j'ai un neveu qui est là-dedans et qui est ingénieur diplômé avec sa copine. Et puis là, lui, il est en train de faire un CAP de plomberie pour installer des chauffages low-tech chez les gens. Et même moi, quand je suis devant mon poêle appelé, je me dis, purée, si j'ai pas d'électricité, je peux pas l'allumer alors que c'est du bois et que je pourrais l'allumer avec une... Pourquoi ? Je me dis, c'est pour enlever le côté, j'ai besoin, mais parce qu'il y a tout un contrôle électronique derrière aussi. Mais à un certain moment, je me dis, jusqu'à où va la technologie, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont le téléphone et qui l'utilisent que pour les appels et SMS et pas plus, alors qu'il y a plein de fonctionnalités. Donc pour les entreprises, pour revenir aux entreprises, oui, il y a une pléthore de consultants hyper compétents qui sont là pour accompagner, pour bien poser les questions. Mais il faut vraiment bien se poser les questions et pas se dire il faut absolument que je digitalise tout. Il y a des choses qu'il faut faire, d'autres non, parce que un investissement pour faire des trous dans du cuir par exemple, parce qu'on est dans les chaussures, peut-être la machine elle coûte beaucoup plus cher que si c'est une personne qui le fait et qui crée de l'emploi. Et là on revient aussi au territoire, c'est de se dire à un certain moment aussi, qu'est-ce que j'investis pour sous-traiter ou faire traiter à l'extérieur, et pourquoi est-ce que je ne maintiens pas le poste manuel, parce que c'est quand même créateur de l'emploi du territoire. Donc c'est toujours pareil, on a des outils, mais encore faut-il les utiliser à bon escient, quoi, et se poser encore une fois les bonnes questions. Vous avez un exemple, par exemple, vous, chez Manitou, de numérisation qui n'aurait pas fonctionné, ou à un moment vous avez dit, tiens, on fait marche arrière, parce que là, sur ce sujet-là, c'est peut-être pas la peine. Non, écoutez, j'ai pas d'exemple
dans ce domaine, les investissements qu'on fait, alors que ce soit sur des process, on reste quand même une société qui découpe de l'acier, qui soude, qui peint, qui assemble. Donc après, un investissement comme une commande numérique, à un moment donné, ou un robot de soudure, c'est des choses qui sont là pour aussi, et qui sont là très liées à un retour sur investissement. Là, c'est un calcul pur pour amener de la capacité de production. Non, mais d'où la question qui est bien posée, je trouve, dans le titre de cette table ronde, de la dimension de l'entreprise, quoi. On n'envisage pas les choses de la même manière, hein, quand on est une TPE, une toute petite entreprise à taille vraiment humaine, ou effectivement un groupe industriel comme le vôtre, où il y a une nécessité absolue d'être dans le numérique, quoi. Oui, que ce soit sur du process de production ou que ce soit pour justement ces nouveaux champs des possibles sur la machine connectée, Manitou se veut être un peu une classe premium par rapport à la compétition. Quand on va sur un salon comme les nôtres où on vend nos machines, où on présente nos machines, on essaye de regarder la concurrence et on voit que c'est toujours une fuite en avant, une course. On est aussi copié, regardé, et le seul moyen qu'on a de rester devant, c'est de continuer à innover. C'est tous les jours. A contrario, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient s'y mettre un petit peu. Hein. On le voyait ce matin, la présidente de région disait effectivement, il y a un constat, c'est moins d'une entreprise sur deux à un site internet, par exemple. C'est quand même peu. Hein. On imagine que vous en avez un qui est alimenté, etc. Tout ça, c'est des j'allais dire des projets à mettre en œuvre, mais c'est pareil, vous vous êtes fait accompagner, j'imagine. Vous n'êtes pas dit un matin, tiens, je vais apprendre à faire un site internet, et puis il faut l'animer derrière. Hein. Il ne s'agit pas juste d'avoir une page vide, quoi. Tout à fait. Faut tomber sur les bons intervenants, des spécialistes, et qui nous accompagnent pour la réalisation du site internet. Donc c'est vrai que des fois on a des déboires parce qu'il y en a qui sont pas de bons conseils, ils prennent une prestation, mais il n'y a pas de suivi derrière pour alimenter. Attention aux arnaques dans le domaine. Il y a beaucoup d'arnaques de plateformes qui proposent des choses clés en main. La vigilance, c'est d'être toujours maître de son site, qu'on puisse faire évoluer, mettre ses propres photos et pas d'attendre d'une entreprise parce qu'on n'a pas toujours un suivi sur les actions. Et ensuite, je vais rajouter, il y a l'évolution, le faire évoluer, parce que les sites, les technologies évoluent, donc les attentes au niveau sécurité et puis outils peuvent évoluer. Donc il faut penser à tous ces éléments-là. Après, c'est vrai, il faut une fibre, il faut un bon accompagnement, mais c'est vrai que c'est très très utile dans le commerce. Donc dernièrement, j'ai fait un petit diagnostic au niveau de la CCI, au niveau de digitalisation des entreprises. Donc on voyait dans ma profession, la note sur 20, on était avec un questionnaire de 60 questions, on était à 5 sur 20, la note de digitalisation dans le code par rapport à mon code APE, ouais. Et j'avais une note à 10,3. Donc j'étais bien par rapport à ma note, mais on voit qu'il y a quand même aussi des outils qui existent pour voir comment on est bien achalandé au niveau du numérique dans nos entreprises. Donc c'est un tout nouveau procédé qu'ils ont mis en place là dernièrement avec la CCI pour justement orienter des actions dans nos entreprises pour être plus connectés plus au numérique, pour ne pas être en déphasage d'ici quelques années. Le numérique, donc, pour la communication de l'entreprise, l'image, la publicité, etc. Communication, fabrication, oui. Sauvegarde des données, ressources humaines, donc la gestion du tous les jours, les ERP. Donc on a besoin un peu de numérique un petit peu partout parce que ça nous facilite et ça nous fait gagner aussi de l'argent parce qu'on a des informations qui sont instantanées, qui sont plus précises pour la planification, pour tout. Aujourd'hui, notre petite tête a des limites, donc les outils informatiques... Ah bon non, un chef d'entreprise, ça peut tout faire H24. Voilà. Aujourd'hui, il faut automatiser tout ce qui est automatisable oui. Parce que c'est quand même de la réussite pour tout le monde. Pour moi, c'est mon avis personnel. Et non, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, vous vous y êtes mis, vous vous êtes fait accompagner, mais vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, vous le disiez, hein, votre code professionnel, vu la note, voilà. 5 sur 20 de moyenne en termes de numérisation, c'est pas génial. Il y a encore beaucoup de choses à faire et là je voudrais parler avec vous de l'aspect un petit peu psychologique et de la conduite du changement, l'accompagnement dans cette culture du changement qui n'est pas forcément évidente, même quand on est chef d'entreprise et qu'on veut faire évoluer sa boîte, quoi. Ben oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Le chef d'entreprise, il a la tête dans le guidon. Pour lui, c'est l'opérationnel, se projeter. Et puis, à un certain moment, on sait ce qu'on fait et bon, on essaie de développer son entreprise aussi.
Et on rentre dans une certaine routine. Donc, comme je disais tout à l'heure, le chef d'entreprise, de temps en temps, il faut qu'il s'arrête, qu'il prenne de la hauteur pour déjà voir ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait est encore dans le coup, d'ailleurs? Est-ce que ce qu'il fait est encore attractif pour les talents? On en a parlé tout à l'heure. Pour les clients aussi, parce qu'il y a beaucoup de clients qui disent moi, je veux que vous vous intégrez plus des critères d'environnement 14007, 8, etc. Et que derrière, le patron, il ne sait pas ce que c'est, parce que le patron, il a, surtout les TPE, il a la tête dans le guidon, et le numérique, pour lui, s'il n'a pas grandi avec, s'il ne s'est pas intéressé, il est un petit peu... pas has-been, c'est péjoratif, non, mais on il est un peu dépassé, c'est normal. Un peu dépassé. Donc, déjà pour l'accompagnement du changement, que le changement il est permanent, c'est pas aujourd'hui on est là et demain on sera là, c'est-à-dire que on est dans la transformation, etc. Donc psychologiquement, il faut déjà que le dirigeant prenne de la hauteur et se dise ce que je fais, je vais le remettre en question. Et ça, c'est aussi un travail sur l'ego. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de dirigeants aussi qui se disent, moi, ce que je fais, c'est bien. J'arrive à payer les salaires, je dégage de la marge, je vis bien. Donc, on va continuer à faire ce qu'on fait. On a vu déjà les gros échecs, on ne va pas sortir de Kodak, etc. Mais c'est de se dire... je remets en question mon business model, je remets en question ma façon de faire, de gérer mon personnel, parce que le personnel géré, les RH aujourd'hui, c'est plus que comme c'était il y a 10-20 ans, quoi. Donc, et de se dire, les générations changent. Les générations changent. C'est une évidence. Voilà, et voilà, c'est se dire, moi, en tant que dirigeant, je vais sortir du cadre un petit peu, et le temps que j'y mets, ça va être du temps gagné par la suite, quoi. C'est un retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROTI, quoi. Return on Time Invested. C'est-à-dire que le temps que je vais donner à sortir, à m'inspirer, à me nourrir d'autres choses, à monter en compétences. Il y a des formations pour dirigeants de TPE, PME. Ils le savent très peu, c'est qu'ils ont un capital de formation et ils peuvent aller faire des formations gratuitement parce que ce sont des dirigeants. Et de se dire, je vais aller monter en compétences parce qu'il y a un autre monde qui existe que son entreprise. Et à partir de là, le temps que j'investisse, je vais avoir un retour sur investissement. Voilà. On l'a vu aussi avec tous les sujets numériques. C'est du changement. Si j'ai introduit un nouveau outil numérique dans l'entreprise, c'est pas juste je vais le dire à l'administratif, maintenant vous utilisez le nouvel CRM ou ERP ou genre de trucs comme ça. C'est toutes des actions autour à mettre en place pour accompagner aussi son personnel, ses collaborateurs à adapter les nouvelles technologies qui arrivent. C'est comme nous, on a du mal à adopter certaines nouveautés. Dans l'entreprise, c'est pareil. Donc, c'est vraiment un travail qui est systémique. C'est la transformation, le changement. On le voit aujourd'hui à une échelle plus macro. Le télétravail, on en a parlé tout à l'heure. Oui, j'allais vous poser la question. La crise Covid, ça a un petit peu boosté justement les entreprises, certaines entreprises à changer numériquement. Ou c'est plus compliqué que ça? Ou c'est individuellement qu'on s'est tous mis à faire des apéros Skype, mais enfin, ça ne fait pas évoluer une entreprise, ça, Alors oui, ça a forcément changé. Le confinement et la crise Covid, nous on a pris déjà de plein fouet et on s'est arrêté. Donc un ouvrier qui assemble une machine en télétravail, ça marche pas. Il faut qu'il soit à l'usine. Donc ça, on a complètement arrêté l'entreprise. Mais après, dans les usages... oui, au niveau du digital, ça a été forcément aussi un booster. C'est-à-dire que on ne travaille plus comme avant. Alors, il y a des avantages et inconvénients de faire tous les meetings en Google Meet, par exemple. En visio, c'est pas forcément ça. Donc, on a un mix. On a un mix aujourd'hui, mais je dirais qu'on ne reviendra plus au travail comme avant. Je ne pense pas. Ça a amené aussi des réflexions qui sont plus liées à l'humain, et les gens se sont posé la question de savoir c'est quoi mon travail finalement. Quand on s'est arrêté comme ça avec le confinement et que tout le monde est resté chez soi pendant X semaines, les gens se sont remis en question sur comment je mets la place du travail dans ma vie. Donc certes, je veux bien revenir aussi travailler à Ancenis parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de revenir au boulot avec les autres, mais
j'ai aussi découvert que je pouvais travailler de chez moi. Et donc, il y a un mix. Il y a un mix de tout ça. Et c'est à nous aussi, entreprises, à proposer plus de possibilités. Par exemple, dans le monde du numérique, et pour recruter des nouveaux talents pour venir, nous, le siège est basé à Ancenis, entre Nantes et Angers. Pour un jeune développeur qui habite dans le centre-ville de Nantes, de venir bosser à Ancenis, c'est pas fun en fait. C'est pas vraiment fun. Et puis, on n'est pas une société dans la high-tech, on produit des machines. Donc, il faut essayer de proposer autre chose. Donc, le télétravail, c'est maintenant ancré. Donc, on a des accords avec les syndicats, c'est 2 jours semaine. Donc, les gens peuvent travailler 2 jours semaine chez eux. Et là, je suis en train de proposer des espaces de coworking sur Nantes ou ailleurs, où on pourrait avoir des gens de la DSI qui viennent travailler avec d'autres boîtes dans le monde du numérique, certes, mais qui travaillent pour Manitou. Et ils sont un petit groupe et on propose ça de plus parce que ça amène des attraits et de toute façon, les gens ne veulent plus travailler comme avant. Donc ça, c'est aussi... Et le numérique permet de faire ça. C'est-à-dire que... Et c'est encore une fois un argument de recrutement, en fait. Tout à fait. Tout à fait. On souhaite attirer des talents aussi en proposant différentes possibilités et de dire que oui, ça peut être fun de travailler pour Manitou à la DSI parce qu'on propose différentes choses. Et à Ancenis, pourquoi pas, c'est une très jolie commune. Oui, bien sûr, Ancenis, c'est une très, très jolie commune. Damien Bobet, oui, le numérique, vous l'avez évoqué déjà, c'est vraiment un argument également de recrutement, de faire venir des talents et pas que forcément dans les bureaux d'études, parce qu'on a besoin de manuels aussi malgré tout, quoi. Oui, tout à fait. Donc là, les prochains investissements aussi, on a été aussi accompagnés par la région. La région donne des subventions pour investir dans le numérique. Donc là, je vais profiter de l'industrie du futur. Donc là, ça va me permettre aussi de pousser la numérisation encore un peu plus loin en s'équipant d'une presse numérique pour justement embaucher des jeunes talents avec des outils modernes, faciles à utiliser et aussi avec de la sécurité. Donc là, c'est de cette semaine. Voilà, il y a eu l'embauche qui arrive avant la machine. Donc on dit c'est dur, mais grâce aux beaux équipements, et on arrive à embaucher plus facilement, je pense. Il n'y a pas eu beaucoup de candidatures, mais des belles candidatures et on préférait venir chez nous. Et alors, ça m'amène à une autre question, au-delà du recrutement. Alors, vous n'en êtes pas là encore parce que vous êtes un jeune chef d'entreprise, mais il y a quand même toujours la question de comment je vais la transmettre un jour, cette entreprise, j'imagine. Vous avez vécu ça avec votre papa, certainement. Et le fait de la faire développer avec les outils numériques, il y a aussi la valeur qu'elle peut avoir potentiellement, cette entreprise. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je n'étais pas prévu de reprendre l'entreprise. Ça s'est fait, sur un coup de tête, entre guillemets, ou pas un coup de tête, mais accompagné par l'expert comptable et puis par mon expérience de vision extérieure. Par contre, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'oriente le développement de l'entreprise par le numérique, par le doublement des tâches, par l'automatisation de pas mal de tâches, et puis aussi que ma fonction de dirigeant n'est pas le seul à tout effectuer. Tous les postes sont doublés, de façon aussi à avoir une pérennité, puis avoir une entreprise aussi qui soit toujours en phase et toujours plus facile à reprendre qu'une entreprise que je vois, je travaille beaucoup dans le milieu professionnel, les entreprises qui n'évoluent pas au bout de à 10 ans la retraite, il n'y a plus d'investissements qui se font, et là c'est la mort un peu des entreprises parce que le jour qu'il faut la vendre, elle est plus attirable. La robe de mariée, elle est plus d'actualité, donc il n'y a plus personne qui la veut. C'est une question qui se pose pour les TPE, mais aussi pour les toutes petites entreprises. Une fois que le dirigeant n'est plus là, elle n'existe plus. Sauf que si on a accompagné l'évolution de l'entreprise avec les bons outils numériques, comme vous le disiez, peut-être que c'est plus facile justement de la faire pérenniser, de la transmettre. Oui, il faut se mettre à la place du repreneur quand il veut racheter une entreprise. S'il doit racheter une entreprise où il faut qu'il investisse en plus pour la moderniser numériquement, mais aussi la moderniser, et puis c'est aussi un sujet qu'on n'a pas trop abordé, le numérique est aussi au service de l'environnement. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que à la fois l'entreprise, on la valorise avec le numérique parce que il faut être vraiment à jour, mais on la valorise aussi avec le sens qu'on donne au travail et avec tout ce qui est environnement, avec les applications environnementales qui nous permettent de piloter la consommation d'énergie,
l'utilisation de l'eau, etc., etc. Avoir des panneaux solaires sur le toit, etc. Aujourd'hui, un jeune entrepreneur qui veut racheter une entreprise, il veut racheter une entreprise qui ne consomme pas trop, qui soit à jour. Et bon, là, le numérique a vraiment tous les atouts. Hein. Mais ouais, dans les toutes petites entreprises, la valorisation, il faut toujours continuer à valoriser son capital parce que c'est le patrimoine du dirigeant d'entreprise propriétaire. C'est sa retraite qu'il est en train de construire. Et plus il avance cher son entreprise parce qu'elle est valorisée, mieux sa retraite sera et mieux aussi la reprise et la transition et la continuité. Parce que je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on a son bébé, mais on veut aussi le passer à quelqu'un d'autre et qui continue à le faire grandir. Donc voilà, si ces transitions-là, elles peuvent se passer bien avec de la technologie qui soit au service et de la croissance, de la création de valeur, mais aussi au service de l'environnement, c'est tout bénef, quoi. Un dernier mot, Sonia, sur les jeunes dirigeants que vous accompagnez au CDM et les futurs dirigeants. On parlait tout à l'heure justement de fossé générationnel, j'aime pas trop ces termes, mais c'est une réalité. Les générations évoluent. La quête de sens dont vous parliez, elle est de plus en plus présente, hein. On ne choisit pas un job uniquement pour un salaire aujourd'hui, mais vraiment, enfin les jeunes qui arrivent sur le marché, mais vraiment aussi pour le sens. Ça, c'est quelque chose que vous voyez, vous aussi, avec les jeunes que vous êtes amenés à accompagner. C'est pas le terme, mais en tout cas dans les ateliers que vous animez. Voilà, quand on anime des ateliers, on voit quand même que les jeunes entrepreneurs, ils ont vraiment tous les enjeux à relever aussi d'un entrepreneur. Voilà, il faut qu'ils développent leur entreprise, etc. Mais on sent qu'ils sont vachement plus ouverts aussi à l'environnement, par exemple. C'est-à-dire, eux, ils prennent dans leur exercice, donc c'est le sens qu'ils donnent aussi. Ils intègrent les enjeux de l'environnement, alors que certains de mes vieux briscards, ils disent moi je coche toutes les cases, c'est bon, c'est seulement je coche les cases. Donc il y a cette partie de jeunes. On a fait un atelier là au mois de mai qui était le futur de l'industrie, où on a en atelier des jeunes ingénieurs de l'ICAM, du BTS, de la Joliverie, des low-techers, avec les dirigeants du CDM, les vieux briscards comme je les appelle. Et donc je comprenne bien, Damien Bobby, il fait partie des vieux briscards ou il est dans un entre-deux parce qu'il est pas... voilà, mais ça fait combien de temps que tu es dirigeant industriel maintenant? Ça fait bientôt 20 ans, ouais. 20 ans au 1er donc vous janvier. n'êtes pas la génération Z, quoi. Non, je parle de la génération Z qui est née il y a 23, 24 ans, quoi. Ouais, voilà. Et ce qui était vraiment super pendant et puis après, voilà, ce qui en est ressorti, c'est on a vraiment co-construit des visions de l'industrie de demain, mais avec les jeunes et les vieux, entre guillemets les vieux. Et ce qui est ressorti, c'est que les dirigeants actuels, ils pensaient que c'était le tout techno qui importait aux jeunes, et ils ont vraiment réalisé que finalement c'est le sens de leur travail. Et c'est ça qui est vachement important, c'est qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est que je vois de plus en plus aussi de jeunes ingénieurs comme mon neveu, j'en ai d'autres aussi, exemple, qui préfèrent faire un métier qui a du sens qu'un métier où ils gagnent du fric et qu'ils vont s'acheter la maison, etc. C'est d'autres. Voilà. Il y a des schémas, il y a des voies. Il y en a certains qui sont sur cette voie et d'autres qui sont dans d'autres voies, et toutes les voies sont respectables. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci pour ces échanges. On voit que le développement numérique, c'est pas parler que de technologie. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on remet à chaque fois l'humain, le sens et ces questions fondamentales au cœur de l'entreprise, malgré tout. Et donc, on se rend bien compte que le numérique, quelle que soit la dimension de l'entreprise, est un outil à utiliser à bon escient. Se poser les questions du pourquoi on l'utilise, ce qui est fondamental pour pas perdre de l'argent aussi, tout simplement. Et j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle sur ces sujets de développement numérique des entreprises éventuellement? Si vous n'en avez pas, eh bien, je pense qu'on peut clore là-dessus et vous remercier chaleureusement parce que c'est des sujets très très intéressants. Je vous pique la petite brochure pour annoncer qu'à 14h, conférence avec alors une des grandes conférences aujourd'hui que je vous invite à ne pas rater avec Alain Juillet. Il est ancien patron de la DGSE. On va parler vraiment de cybersécurité, mais alors à l'échelle des entreprises, mais aussi des États. Et vous allez voir que parfois c'est lié en fait.
on peut pas traduire là comme ça en quelques mots le parcours d'Alain Juillet, mais il est phénoménal. Il a conseillé des premiers ministres. Enfin voilà, il a eu un niveau d'expertise qui est vraiment hyper intéressant. Et donc c'est à 14h, de 14h à 15h, ici même sur ce plateau. Merci mille fois à tous les trois d'avoir échangé sur ces sujets.